Arrêt au port de Nice. Arrêt au port de Nice. 2 minutes d'arrêt. Excusez-moi, vous êtes le mouton noir? Non, je suis le pape et j'attends ma sœur. Non, parce qu'en fait, je le cherche pour lui poser une question. Ouais, quelle question? Est-ce qu'on a vraiment besoin de s'y connaître en cinéma pour analyser un film? Non. Non? Non, parce que... Tout le monde analyse un film. À partir du moment où une image vient taper votre rétine, votre cerveau vous transmet des émotions. Le rire, la peur, la joie. Quand vous sortez d'une salle de cinéma en disant que vous avez aimé ou au contraire que vous n'avez pas aimé, c'est en soi un début d'analyse et d'interprétation. Vous avez du temps là? Bon, pas trop, je suis un petit peu pressé. C'est l'affaire de quelques minutes. Là, au lieu de parler de thème et de scénario, j'aimerais bien vous parler de ce que représente le mouvement. Ce qu'on appelle les 3 régimes audiovisuels du cinéma, c'est ça. En premier lieu, nous avons le régime de la fixité que l'on qualifie d'inhumain. Pour faire simple, la caméra est posée sur un pied et elle ne bouge pas. C'est une pratique qui vient de la photographie et du théâtre et qui a été très utilisée pendant les premières années du cinéma. Le spectateur est placé devant l'écran que l'on peut assimiler à une fenêtre fixe et il attend. Ce n'est pas à lui d'aller chercher l'action, c'est l'action qui doit s'offrir à lui. Et si par malheur un personnage venait à sortir du cadre, eh bien il faut absolument le replacer. Lors d'un dialogue, la scène est toujours vue d'un œil extérieur, plan sur le personnage A puis plan sur le personnage B. La caméra est toujours placée de manière centrale face à la scène. Ah bah c'est mon téléphone, c'est pas vrai ça. Je suis désolé. On a toujours une notion de face à la scène, plutôt que d'être véritablement dans la scène. Ce n'est que plus tard que le principe de champ contre champ sera mis au point. Pour la faire courte, on place 2 caméras autour d'un demi-cercle gradué, et ces 2 caméras ne doivent en aucun cas franchir cette ligne de 180 degrés qui correspond à l'alignement des regards des personnages. Bref, pour résumer, le régime de la fixité c'est une caméra totalement fixe, une sensation de regarder la scène depuis une fenêtre, et aucune immersion dans la scène. Le régime de la mobilité est quant à lui beaucoup plus large et il contient 2 genres. Et en premier lieu, parlons du régime mobile de l'opérateur. Cette catégorie se limite au mouvement de caméra dit porté. La caméra bouge, se tourne, se déplace, elle devient presque un personnage. Et cet aspect-là sera poussé à l'extrême avec l'apparition des plans subjectifs. On n'est plus avec le personnage, on est le personnage. Ce principe est nettement plus utilisé dans les jeux vidéo, c'est ce qu'on appelle un FPS. Et si dans les années 20-30, beaucoup de cinéastes ont tenté de faire de cette technique une référence dans le cinéma, elle ne rencontrera un véritable succès qu'avec les jeux vidéo et en est aujourd'hui absolument indissociable. C'était donc la première approche d'un mouvement de caméra humain, et ensuite, fortement influencé par les documentaires d'époque, le style caméra-épaule a fait son apparition. Principalement pendant les scènes d'action qui inconsciemment ancrent un sentiment de crédibilité dans le cerveau du spectateur. Une scène d'action, ça bouge, alors la caméra bouge aussi. Et ensuite vient le grand débat. La caméra doit-elle être invisible, extérieure au film et à ses événements, ou doit-elle être tenue par un caméraman qui essaye de capter la scène tout en la vivant? En d'autres termes, la caméra doit-elle être intradiégétique, c'est-à-dire à l'intérieur même de la fiction et impactée par les événements, ou extradiégétique, c'est-à-dire simplement une machine qui filme sans ressentir à aucun moment les événements du film? Il y a moultes exemples de caméras ancrées dans la diégèse d'un film, mais j'ai envie de parler de Jurassic Park. J'adore ce film et en particulier cette scène culte. Ici, il suffit de quelques plans pour se rendre compte que la caméra est bien là, tenue par quelqu'un qui réagit comme les personnages tout en captant leurs émotions. Par exemple, la caméra réagit en même temps que les personnages quand on entend un bruit. You gotta go, you gotta go. Elle cherche toujours à être au plus près de l'action, comme un personnage qui tenterait de la filmer, comme ici où elle s'étend au maximum pour filmer le T-Rex, tout en essayant de rester cachée. On a même ici un petit regard cam du T-Rex qui montre bien que le caméraman existe. Et surtout ce plan, l'illustration parfaite. Deux choses. Ici la caméra est clairement placée comme un personnage à l'arrière de la voiture. Mais surtout le passage du T-Rex la fait trembler. On a donc vraiment une sensation de présence, que le caméraman vit la scène et que le poids du T-Rex le fait trembler, et par la même occasion fait trembler la caméra. Bref, le régime mobile de l'opérateur est avant tout humain, purement humain, une caméra tenue par un humain qui vit une scène du point de vue d'un humain avec d'autres humains. Et c'est justement ça qui va pousser les cinéastes à se tourner vers d'autres types de mouvements. Parce que les humains c'est très bien, mais au bout d'un moment c'est très restrictif d'un point de vue physique. Et ainsi apparaît le régime mobile de la machine qui au contraire est plus qualifié de surhumain et est purement la retranscription en mouvement du point de vue neutre et extradiégétique que représente le régime de la fixité. Que ce soit à l'aide d'un travelling, d'une steadicam ou d'une grue, il n'y a qu'un objectif, la fluidité, une fluidité parfaite avant tout. Le travelling, inventé dans les années 40, permet un rapprochement physique sur la scène selon un axe rectiligne.
Il est opposé au panoramique qui s'effectue sur un axe circulaire. Enfin plutôt demi-circulaire, parce que les panoramiques à 360 degrés c'est pas très courant. You don't love me! Yes, I do! I love you too, but I'm gonna mace you in the face! Stop! I had to do it! La Steadicam inventée en 1970 est un bras articulé qui permet de garder une caméra stable et fluide à tout moment, et l'un des premiers films à en faire usage c'est Rocky. L'apparition des effets spéciaux numériques contribuera à rendre la caméra totalement libre, affranchie de toute règle physique et surtout affranchie de l'humain. Il n'est plus question de caméraman invisible, la caméra se faufile désormais dans des endroits impraticables et redevient comme autrefois une machine qui transmet les images. On ne vit pas l'action, on la contemple en y étant totalement étranger. Évidemment on perd en immersion, mais on gagne en possibilité. Voilà tout ce que je pouvais vous dire à propos des 3 régimes audiovisuels. Pour simplifier, on pourrait dire qu'il y a 3 catégories. Une caméra extradiégétique fixe, une caméra intradiégétique avec des mouvements humains, une caméra extradiégétique avec des mouvements surhumains. Bah c'est super. Faut que j'y aille moi, il commence à être tard. Je vous raccompagne jusqu'à la sortie, hein. J'ai encore plein de choses à vous raconter. Allez. Dites, on n'attend pas votre sœur ?